Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par votre service de prévention et santé au travail, l'APST 41. Cette journée sera donc consacrée à la thématique des nouveautés du DUERP et nous tenterons de vous convaincre que celui-ci est un outil de prévention indispensable à votre entreprise. En attendant que l'ensemble des inscrits puissent nous rejoindre, je souhaite vous rappeler que ce webinaire est enregistré, qu'il sera mis à disposition d'ici quelques jours sur le site de l'APST 41 dans nos replays. Vous y retrouverez d'ailleurs l'ensemble des replays déjà réalisés par notre service. Donc, pour des raisons techniques, nous vous invitons également à couper caméra et micro, puisqu'effectivement, nous souhaitons éviter toute interférence. Nous vous convions également à éloigner vos téléphones portables et autres outils qui pourraient créer d'éventuels dysfonctionnements. Pour l'organisation également de cette présentation, nous vous remercions de bien vouloir, tout au long du diaporama, utiliser le chat pour vous permettre de poser vos questions. Donc, sur ce chat, nous vous invitons également à nous préciser votre nom ainsi que la raison sociale de votre entreprise. Puisque vous êtes très nombreux à nous rejoindre, nous n'aurons peut-être pas la possibilité en fin de présentation de répondre à l'intégralité de vos questions. Aussi, avec vos coordonnées, nous pourrons vous recontacter très rapidement afin de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, hein, tout au long de la présentation, à poser vos questions. Nous les traiterons en fin de présentation. Donc, j'en ai fini avec cette partie introductive. Je serai accompagnée donc, pour cette présentation de ma collègue Sabrina Gabrielli, qui est assistante technique de prévention, et donc moi-même, Karine Kerdal, conseillère de prévention à la PST 41. Cette présentation est aujourd'hui destinée à toutes les entreprises, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit également votre taille et votre niveau de connaissance du document unique. Pour certains d'entre vous, nous le savons, le document unique n'est aujourd'hui pas encore réalisé et nous allons tendre à vous y aider. C'est ce que nous allons faire via ce sommaire qui reprend les différents points que nous aborderons au cours de cette heure passée ensemble. Nous prendrons d'abord un petit moment pour reprendre le volet réglementaire du document unique, vous présenter donc les nouveautés de la loi santé-travail 2021, puis nous procéderons à un accompagnement méthodologique pour vous expliciter les étapes de réalisation du document unique en prenant bien sûr des exemples de risques. Et nous clôturerons la présentation par les questions qui auront été posées par la salle. Donc, le document unique d'évaluation des risques, de quoi parle-t-on ? Communément, quand on se déplace en entreprise, on nous parle de DUERP, de DU, de document unique d'évaluation des risques professionnels. Tout ça, c'est la même chose. C'est un outil de prévention, qui plus est un outil de prévention primaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la prévention primaire? C'est en fait un outil, lorsqu'il est bien utilisé, qui va vous permettre de prévenir le risque d'accident du travail et de maladies professionnelles au sein de vos différentes structures. C'est un outil qui va nous permettre donc d'évaluer les risques professionnels. Cet outil, on verra hein, comment on procède, puisque vous avez via cette méthodologie une hiérarchisation des risques professionnels que vous pourrez opérer. Cette évaluation, vous allez pouvoir le transcrire dans un document qui est un document similaire qui s'appelle donc le document unique. Pas de formalisme imposé à ce jour puisque le Code du travail le rend obligatoire, mais n'impose pas pour autant
une version bien spécifique. Et donc, on peut aujourd'hui observer en fonction et de la taille de l'entreprise et du type d'entreprise, des versions papier, des versions sous Word, des versions via un outil à disposition par la branche professionnelle, par exemple. Le document unique relève de la responsabilité du chef d'entreprise. C'est l'employeur qui en est responsable et charge à lui de veiller à ce que ce document soit réalisé. Et on le verra également mis à jour régulièrement. Il est obligatoire, ce document unique, et donc réglementaire, puisqu'il est prévu par le Code du travail, à savoir que si vous n'avez pas formalisé de document unique, vous vous exposez entre autres à une contravention de 5e classe, donc 1 500 € pour la personne 1 500 €, pardon, en cas de récidive, 3 500 € et pour la personne morale, cela peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende. Un document unique, même s'il est de la responsabilité de l'employeur, il n'est pas conseillé que l'employeur le fasse seul. C'est un outil qui doit être une démarche participative et collaborative. Donc, il convient d'y associer les salariés de l'entreprise. Donc, en fonction de votre taille, si vous êtes effectivement très peu nombreux, ça va être peut-être le ou les 2, 3 salariés que vous avez dans l'entreprise, éventuellement un salarié par unité de travail. En fonction toujours de la taille de l'entreprise, ça va être aussi les représentants du personnel. On développera cette question de groupe de travail plus tard dans la méthodologie. Cet outil de document unique est un outil d'amélioration continue. Effectivement, une fois que vous avez fait votre document unique, ce n'est pas un document qui reste figé. On ne l'a pas fait une bonne fois pour toutes, c'est un document qui va vivre, que vous allez faire évoluer en fonction des mesures de prévention et des risques que vous aurez identifiés dans l'entreprise. Donc, on doit, via cet outil, faire progresser l'entreprise dans la politique de prévention des risques professionnels. Pourquoi donc un document unique? On l'a déjà un petit peu abordé avec ces quelques points. On va bien sûr répondre à une obligation légale, mais au-delà de ça, c'est un outil qui contribue à la mise en place d'un dialogue social dans l'entreprise. Il va permettre donc de prévenir le risque d'accident et de maladie professionnelle. On va ainsi pouvoir aussi améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs. Ceci est un cercle vertueux et qui va, entre autres, contribuer à valoriser l'image de l'entreprise à l'extérieur. On le sait, quand les conditions de travail sont bonnes, quand les relations de travail se passent bien, on a peu de turnover ou moins de turnover. Il est plus facile aussi de recruter du personnel et de ce fait, ça va inexorablement contribuer à la performance de l'entreprise. Moins d'absentéisme, moins d'arrêts de courte durée, donc autant d'intérêt à réaliser ce document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour poursuivre sur les rappels réglementaires, il faut savoir que ce document unique, même si on en reparle aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau puisque le document unique a déjà 20 ans. À la base, il s'agit d'un document qui a une source européenne, puisqu'une directive européenne, directive cadre de 89, a défini les principes de protection des travailleurs. Nous avons ensuite eu une transposition en droit français. Cette transposition en droit français a spécifié que l'employeur, le chef d'entreprise, devait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Donc, en 2001, un décret a porté la création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 2002, on formalisait le tout avec l'obligation de consigner par écrit les résultats de l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés et une circulaire indiquant que cette
justement, cette évaluation devait se formaliser dans un document que l'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, pourquoi document unique? Tout simplement parce qu'il est propre à chaque entreprise. Chaque entreprise n'a pas forcément les mêmes risques. Même si vous êtes d'un même secteur d'activité, les procédés de travail, les mesures de prévention en place, l'environnement de travail, tels que les locaux, vont être différents et donc, nécessairement, le document unique sera propre à chaque entreprise. Arrive donc notre loi de 2021, l'accord national interprofessionnel visant à renforcer la prévention en matière de santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail, qui va remettre le document unique d'évaluation des risques professionnels en avant, en y intégrant quelques nouveautés que on va développer juste après. Il nous a semblé judicieux également de rappeler que les obligations dans une entreprise sont réciproques, c'est-à-dire des obligations en termes de sécurité au travail, mais aussi en termes de prévention de la santé. Du côté du salarié, on a des obligations qui sont fixées par le Code du travail, au même titre que les obligations fixées dans le Code du travail pour l'employeur. Pour le salarié, il doit respecter les consignes et les instructions données par l'employeur. Consignes de sécurité, consignes d'utilisation des machines. Bien évidemment, tout ça peut être rappelé, notamment dans le règlement intérieur, dans la rubrique sécurité au travail. On voit parfois des introductions par rapport au port de chaussures de sécurité, par exemple. On doit également, en tant que salarié, prendre soin de sa santé et de sa sécurité en fonction de sa formation et des moyens dont on dispose. En parallèle, on doit également prendre soin de celles de nos collègues, donc des autres personnes qui seraient concernées par nos actes ou nos omissions, mais aussi des tiers. Attention, ça suppose que moi, en tant que salarié, si j'identifie un outil, une machine défectueuse, j'ai l'obligation d'alerter, d'informer mon responsable, mon directeur, de la défaillance de cette machine afin d'éviter que le collègue qui va prendre le poste juste après moi ou utiliser cette machine ne soit exposé à un risque. Du côté de l'employeur, je dois veiller à assurer la sécurité, protéger la santé physique, mais aussi mentale des travailleurs. Donc là, vous avez vu, il a été introduit il y a maintenant quelques années cette notion de santé mentale quand on a intégré dans les documents uniques les risques psychosociaux, les RPS, puisqu'effectivement, pendant très longtemps, les documents uniques ne contenaient pas la notion de risque psychosocial, mais uniquement tout ce qui était d'ordre physique. Donc aujourd'hui, santé physique et santé mentale doivent être intégrées à votre document unique et charge à l'employeur de tout mettre en œuvre pour pouvoir préserver justement ces éléments de santé du personnel. Sur ce point, par rapport aux obligations de l'employeur, je souhaite également rappeler qu'en matière de santé, de sécurité, le principe, c'est la responsabilité de l'employeur. La jurisprudence a toutefois admis qu'un employeur peut être considéré comme ayant rempli ses obligations s'il peut prouver qu'il a tout mis en œuvre en matière de prévention. Donc, ça suppose de pouvoir le justifier. Le document unique, quand il est bien formalisé, quand on a établi effectivement les mesures de prévention mises en œuvre pour prévenir tel ou tel risque, peut être un outil pour permettre à l'employeur de prouver justement qu'il a mis les mesures de prévention nécessaires et suffisantes. Donc, charge à l'entreprise, à l'employeur, de le démontrer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout manquement à l'obligation légale de sécurité génère un grand nombre de contentieux
Et souvent, on va rechercher donc la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences peuvent être importantes pour l'entreprise. Je pense notamment d'un point de vue financier, ça peut être excessivement lourd. Donc là aussi, vous le voyez, un deuxième intérêt à mettre en place votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, j'en ai terminé sur le volet réglementaire. Je vais maintenant poursuivre avec les nouveautés introduites par la loi Santé-Travail de 2021. Donc, l'entrée en vigueur, c'est le 1er avril 2022. Donc là, ça y est, on est dans son démarrage. Il faut toutefois savoir que nous n'avons pour l'ensemble de cette loi pas encore l'ensemble des décrets d'application qui sont sortis. Ils vont sortir progressivement. En ce qui concerne donc le document unique, nous avons eu des décrets qui sont sortis et c'est pour cela qu'on peut vous donner un certain nombre d'informations. Toutefois, on peut attendre peut-être un certain nombre de circulaires ou notes qui vont également peut-être paraître par la suite. Donc, cette loi santé-travail met vraiment en avant la prévention primaire comme dispositif au cœur du système de la prévention. Et donc, le document unique, c'est un outil qui est vraiment majeur et cette loi le renforce. Alors, prévention primaire au cœur du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on invite les entreprises, les employeurs à agir sur les sources de risque dans l'entreprise afin de supprimer le risque ou de le réduire. Exemple, si j'ai un produit chimique dangereux, je vais essayer de le supprimer ou voire de le substituer par un moins dangereux. J'agis en amont, avant que ne survienne l'accident ou la maladie professionnelle. Concernant la conservation du document unique, là aussi, on a donc quelques nouveautés qui sont apparues. Une non des moindres, à savoir l'obligation de dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail numérique. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Aujourd'hui, ce portail numérique n'est pas encore opérationnel. Il va devoir remplir un certain nombre de conditions, notamment par rapport à la conservation du document unique, puisque c'est sur cette plateforme que les entreprises devront, donc en fonction de votre taille, à partir du 1er juillet 2023, pour les entreprises supérieures égales à 150 salariés, déposer donc votre document unique et ses différentes mises à jour. De même, pour les entreprises de taille moins conséquente, ça se fera progressivement et au plus tard à compter du 1er juillet 2024. Donc, sur ce portail, il faut permettre d'assurer un certain nombre de garanties, sécuriser l'accès. Donc, ça veut dire pouvoir limiter l'accès aux seules personnes autorisées, donc via un mot de passe, un identifiant de connexion. Également, assurer tout ce qui est lié à la RGPD, concrètement. Donc, ce que nous ferons, c'est que lorsque effectivement ce portail numérique sera disponible, vous en serez informé via notre site. Vous y retrouverez les procédures et autres. Nouveau aussi, c'est la transmission de chaque mise à jour de votre document unique au service de prévention et de santé au travail auquel vous adhérez. À ce jour, il est encore rare de récupérer, entre guillemets, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels des entreprises. Cependant, depuis 2 ans, pour les entreprises de 2 à 10 salariés, nous avons mis à disposition, suite à une décision du conseil d'administration, un outil, Padoa, via votre accès justement employeur au logiciel Padoa,
un outil pour réaliser votre document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui a permis à un certain nombre de petites TPE de réaliser le document unique et de fait de nous le transmettre puisque nous avons nous-mêmes accès aux documents qui sont dans Padoa. Donc, bien penser qu'à partir d'aujourd'hui, pour l'ensemble des adhérents à la PST, vous devez transmettre vos documents uniques et mis à jour régulièrement au service de santé au travail. Alors, pourquoi faire? Tout simplement parce que nous, ça nous permet de savoir ce à quoi les salariés vont être exposés et d'adapter, entre autres, le suivi médical par rapport à ces expositions. Et si nécessaire, de pouvoir aussi nous déplacer dans vos structures pour vous accompagner sur des mesures à mettre en œuvre, des préconisations pour réduire tel ou tel risque. Nouveauté encore, mais somme toute partielle, concernant les entreprises de moins de 11 salariés. Donc, jusqu'à présent, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est au moins annuelle. Dorénavant, pour les structures de moins de 11 salariés, on peut se passer de cette mise à jour annuelle. Elle est supprimée. On avait déjà, via la loi de simplification du droit social, la loi Warsmann, eu justement cette notion pour les entités de moins de 11 salariés. Ça avait été précisé qu'il n'y avait pas forcément de mise à jour annuelle, donc une formalisation, on va dire, de cette actualisation, mais il fallait un niveau de prévention au moins équivalent. Là, la loi, elle l'entérine. Toutefois, il faut rappeler quand même si vous avez moins de 11 salariés, que vous serez tenu à faire une actualisation lorsque c'est nécessaire, parce qu'il y aura eu des modifications des conditions de travail, de santé et de sécurité de vos salariés. Je prends un exemple, vous intégrez une nouvelle machine dans votre structure qui va créer un nouveau risque, eh bien, il va falloir l'intégrer dans votre document unique. Vous déménagez, vous étiez sur un bâtiment avec des escaliers, par exemple, vous allez dans un bâtiment de plein pied, il faudra aussi faire une mise à jour parce que les risques liés à l'environnement de travail ne seront pas les mêmes. Vous installez un système de captage des poussières, par exemple, il faudra l'intégrer dans votre document unique et donc le reformaliser, le revoir et faire une mise à jour. Donc ça, cette notion d'actualisation régulière, elle est bien sûr valable pour toutes les entreprises dès lors qu'il y a un changement à faire apparaître dans votre document unique. Alors, ici, on a souhaité, et on va passer un petit peu de temps, parler du risque chimique, hein, puisque la loi rappelle qu'un certain nombre de risques sont à intégrer, et notamment par rapport aux risques chimiques. Force est de constater que lorsque l'on se déplace dans les entreprises, souvent le risque chimique est un petit peu passé à la trappe, on va dire, ou du moins pas suffisamment approfondi. On n'a pas d'évaluation du risque chimique qui est réalisée, contrairement à ce qu'on peut observer pour les risques physiques. Alors, il est vrai que ce n'est pas évident, le risque chimique à appréhender, et donc c'est certainement pour cela aussi que cette loi réinsiste sur ce risque chimique avec la notion d'assurer la traçabilité des risques auxquels sont exposés les salariés et notamment une évaluation des risques liés à l'exposition aux produits chimiques. On a des rappels de dispositifs qui étaient déjà existants précédemment et des ajouts. Donc, si on prend les dispositifs déjà existants et sur lesquels même nous, en tant que préventeurs, on a du mal à avoir accès, c'est notamment les fiches de données de sécurité. Donc là, pour rappel, dans une entreprise, lorsqu'on a la présence de produits chimiques qui sont soit donc présents et ou utilisés par le personnel, il convient de recueillir auprès du fournisseur, donc c'est-à-dire le dernier maillon de la chaîne, les fiches de données de sécurité de ces produits. Les FDS, il faut les avoir, si possible, en version donc française, les plus récentes possibles,
puisque la connaissance sur les risques liés aux produits, elle évolue, donc moins de 3 ans, et au format européen CLP. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, les mentions H, vous savez, les fameux pictogrammes qui sont rouges. Avant, on avait une classification qui était française, avec les phrases R, les pictogrammes orange. Donc aujourd'hui, vos FDS, vous devez les avoir dans vos entreprises et les mettre à disposition de votre personnel. Alors, il est vrai que ces FDS, elles font souvent une quinzaine de pages, c'est un petit peu fastidieux. On y retrouve toujours les mêmes rubriques, mais elles sont très importantes parce qu'on va y retrouver, entre autres, les risques liés au produit, donc la dangerosité du produit. Vous allez retrouver également les mesures de prévention collective et individuelle à mettre en place par rapport à ce produit, les mesures de stockage, de conservation, et aussi, et chose qui n'est pas des moindres, c'est les mesures à prendre en cas d'exposition accidentelle, donc les premiers secours. Alors, c'est vrai que c'est à peu près une quinzaine de pages. Il faut que vous les teniez à disposition de votre personnel et c'est pour ça qu'on vous invite à faire plutôt ce qu'on appelle des fiches de données de sécurité simplifiées pour que les salariés puissent y avoir facilement accès. À savoir que les services de santé au travail doivent avoir communication de ces fiches de données de sécurité. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet entre autres d'adapter la surveillance médicale de votre personnel par rapport à ces produits et de réaliser, si nécessaire, un certain nombre d'examens complémentaires. On doit également avoir la nature, le degré et la durée d'exposition à ces produits. Donc là, pareil, souvent cette évaluation n'est pas faite et nous souhaitons rappeler qu'il y a un outil qui est à disposition pour vous y aider, qui est déjà existant depuis un certain nombre d'années et sur lequel on a communiqué de façon massive. Il s'agit de CERICH. Donc CERICH, c'est un système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel. Il a été développé par l'INRS, il est gratuit, donc facile d'accès, hein, vous pouvez le télécharger. Vous avez entre autres des tutos, une vidéo et des aides hein, pour justement vous aider à vous l'approprier. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'en fonction de votre niveau, j'ai envie de dire, et de votre degré de connaissance du risque chimique, vous allez pouvoir choisir l'un des 3 niveaux proposés. Le premier niveau, qui va plutôt correspondre à des personnes ayant peu ou pas de compétences sur le risque chimique et qui souhaitent entreprendre une démarche d'évaluation. Le niveau 2, qui là plutôt un niveau intermédiaire, va vous permettre une mise en œuvre de l'évaluation et de prévention des risques dans l'entreprise. Et le niveau 3, qui là est plutôt destiné à des experts sur le risque chimique. Donc l'intérêt de ce logiciel, c'est que ça va vous aider justement à travailler avec vos FDS, mettre en place une démarche dans votre entreprise sur l'évaluation des risques. Cet outil, il évolue, donc avec les évolutions réglementaires qui sont à prendre en compte, et puis aussi par rapport aux différents retours que les utilisateurs en font. Donc n'hésitez pas, soit directement vous connecter sur Internet et télécharger l'outil, ou vous rapprocher du service pour qu'on puisse vous accompagner dans les premières étapes de son utilisation. Les valeurs limites d'exposition professionnelle, là aussi, on souhaite le rappeler, par rapport à vos activités, le Code du travail, et ça, ce n'est pas nouveau, il pose une obligation de contrôle et de maintien des concentrations des polluants en dessous des valeurs limites d'exposition réglementaires. Donc, ces contrôles atmosphériques, ils relèvent du Code du travail pour les agents chimiques dangereux ou les agents chimiques qui sont classés CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Et donc, ces contrôles, ils sont périodiques, réalisés par des organismes de contrôle accrédités. Et donc, vous avez des rapports qui vous sont donnés pour vérifier justement que les salariés ne sont pas exposés au-delà des valeurs limites autorisées d'exposition. Ajouter aujourd'hui par rapport à ces différentes notions que je viens ici de balayer, puisque ce n'est pas non plus l'objet de cette présentation, c'est prendre en compte dorénavant des expositions simultanées ou successives à plusieurs agents chimiques, les effets combinés ensemble de ces agents. Donc là, on espère qu'il y ait des outils assez simples
pour pouvoir le faire. Alors, même si aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste une démarche assez complexe, on a toutefois souhaité vous présenter ici un outil qui n'est pas nouveau, hein, qui date, je crois, de 2005, qui s'appelle Mixi, qui va permettre justement, à partir de données de mesure, d'évaluer le potentiel additif ou non des substances chimiques. Donc, on a fait le volet risque chimique et donc là, vraiment, on insiste sur le fait de l'intégrer à votre document unique d'évaluation des risques professionnels. On a ici maintenant le passage de la QVT, donc la qualité de vie au travail, à la QVCT. Donc, je pense que vous savez que la QVT est apparue dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, donc le précédent en 2013. En fait, ça désigne et ça regroupe sous un même intitulé des actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail et la performance globale de l'entreprise. Dans la QVT, on y intègre les relations de travail, le climat social, le contenu du travail, mais aussi tout ce qui est compétences et parcours professionnels, la santé au travail, tout ce qui est attrait au management participatif, l'égalité professionnelle pour tous, l'engagement. Malheureusement, force est de constater que la QVT, elle a été un petit peu balayée dans les entreprises. On y a mis parfois des artifices sans pour autant travailler sur cette thématique. Alors, quand je parle d'artifice, c'est la mise en place, par exemple, de salles de détente, de cours de yoga, mais également l'installation de baby-foot. Donc ça, c'est un peu usurpé ce qui avait été demandé par l'ANI. La QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, elle va ramener aux sujets centraux d'une organisation. C'est-à-dire que l'on va se pencher sur des questions telles que le maintien dans l'emploi, la pratique managériale, tout ce qui va relever des trajectoires professionnelles des salariés, la conduite des transformations, l'accompagnement au changement, etc. L'intérêt, c'est que ici, on va, via cette QVCT, avoir la possibilité pour les salariés de participer. Ça va englober les conditions de travail, les capacités de travail des salariés. Donc, on est vraiment dans la réalité du travail. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, cette évolution, elle est aussi marquée par la crise sanitaire et les évolutions en termes de réalisation d'activités professionnelles. Ici, on vous les a mis, hein, les éléments tels que le télétravail, le droit à déconnexion, etc. Donc, l'accès aux documents uniques, là aussi, quelques nouveautés. Donc, on le rappelle, hein, les salariés ont accès aux documents uniques. Hein, vous êtes tenus d'informer en tant qu'employeur des lieux et modalités de la consultation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, parfois, ça peut être en indiquant notamment le chemin d'accès quand c'est un outil qui est numérique. Parfois, le document unique est affiché dans les locaux. Mais je le rappelle, hein, il faut que les salariés sachent où ils peuvent consulter le document unique. Toutefois, il faut savoir que les versions antérieures sont à disposition dorénavant des salariés en activité dans l'entreprise et également des anciens salariés. Pour ces deux personnes, donc salariés en activité ou sortis de l'entreprise, c'est uniquement durant la période d'activité dans la structure et les éléments qui relèvent de son poste de travail auxquels le salarié aura accès. À quoi ça va servir? Tout simplement à ce que le salarié puisse lui-même informer un professionnel de santé qui va suivre le salarié pour justement adapter le suivi médical. Si le salarié a été exposé à un certain nombre de produits chimiques ou si le salarié a, de par son activité, été exposé à des contraintes posturales particulières, eh bien, via le document unique dont il aura pu avoir accès, il pourra faire remonter ces informations auprès du professionnel de santé qui est en charge de son suivi médical. Ça ne change pas. On a également un accès pour les membres du CSE et CSSCT et toute personne ou instance
justifiant d'un intérêt y avoir accès. Donc, dans ces personnes, on va y retrouver entre autres les services de prévention et de santé au travail, mais également les caisses d'assurance de retraite et de santé au travail, les CARSAT, les DRETS et l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Nouveau là encore, c'est la durée de conservation des documents uniques qui est donc portée à 40 ans. Jusqu'à présent, le document unique, vous le gardiez donc dans votre entreprise avec ses différentes mises à jour, mais on n'avait pas de date de conservation minimum. Aujourd'hui, cette période de conservation minimale est de 40 ans. Alors, c'est logique, entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à une exposition professionnelle, notamment à des produits chimiques, où on peut avoir un déclenchement d'une maladie professionnelle plusieurs années après son exposition, eh bien, ça permet de pouvoir justifier de l'exposition du salarié à telle ou telle substance ou produit qui aurait peut-être un lien avec cette maladie. Donc là, en fait, on est sur une carrière professionnelle, concrètement. Alors, l'accès au DUERP et CSE. Alors, le CSE et le médecin du travail sont associés à l'évaluation des risques professionnels. Le médecin du travail, aujourd'hui, n'y était pas forcément associé. Aujourd'hui, il y est associé. Et le CSE sera consulté pour avis lors de ces différentes mises à jour. Donc, la consultation pour du CSE dans les entreprises de 50 salariés ou plus, puisqu'effectivement, dans les plus petites entités, on n'a pas de CSE de mis en place. Et l'utilisation également du DUERP par le CSE pour établir le rapport annuel et présenter le bilan de situation générale pour les conditions de travail et de santé et de sécurité. Donc, quand on établit un document unique, on le verra par rapport à la méthodologie qui va suivre, on identifie des situations dangereuses, des mesures de prévention et derrière, l'objectif, c'est de réduire ces risques. Et bien, pour ce faire, on va établir un plan d'action de prévention. Selon la taille de l'entreprise, si notre effectif est inférieur à 50 salariés, on devra se charger d'établir une liste d'actions. Donc, on liste toutes les actions qu'on va mettre en œuvre visant à réduire le risque d'accident du travail, de maladie professionnelle. Quand on est au-delà de 50 salariés, obligation de formaliser le PAPRI Pacte. Donc, ça veut dire inclure d'autres indicateurs, d'autres éléments par rapport à cette liste d'actions. On va y mettre des indicateurs de résultats, des ressources que l'entreprise aura allouées à la mesure, un calendrier de mise en œuvre avec éventuellement des compléments dans les conditions d'exécution. Est-ce que c'est une société extérieure qui va intervenir? Et des coûts associés. Alors bien sûr, ce sont des coûts qui sont estimatifs, mais ces éléments-là doivent pouvoir être ajoutés à votre document unique. Donc, pour préciser le programme annuel de prévention, ce programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, malgré tout, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le Code du travail, il était déjà présent avec l'accord du 29 février 2008. Toutefois, il faut bien reconnaître qu'il n'était pas souvent très bien formalisé et utilisé partiellement. Donc, l'intérêt, c'est qu'on est dans une démarche vertueuse. Donc, on a effectivement ce PAPRI Pacte qui est réalisé, où on a prévu un certain nombre d'actions, un certain budget, où on a priorisé un certain nombre d'actions. On va établir ensuite un rapport annuel dans lequel on va faire le bilan justement de l'année écoulée, y ressortir des données, c'est-à-dire que si effectivement on n'a pas pu aller au bout de certaines actions, c'est en tirer les conséquences. Pourquoi je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette action? Et ce qui va nous permettre, entre autres derrière, d'actualiser notre document unique pour pouvoir peut-être corriger certaines actions, identifier
d'autres risques et reprendre notre hiérarchisation des risques et générer un nouveau plan d'action. On voit bien, ça s'auto-alimente. La mise à jour donc du document unique, on l'a dit tout à l'heure, c'est dès lors qu'il y a une modification substantielle dans l'entreprise, un nouveau risque, une nouvelle mesure intégrée. C'est vrai pour toutes les entreprises et pour les entreprises de plus de 50 salariés, il faut chaque année que ce document unique, cette mise à jour, soit présenté lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise. Ce qui suppose de pouvoir ressortir aussi le Papri Pacte de votre document unique pour pouvoir le présenter simplement. Je vais laisser la parole à ma collègue Sabrina Gabrielli pour vous expliquer la méthodologie de réalisation d'un document unique. Merci Karine. Donc, document unique, comment faire? Donc, tout d'abord, dans un premier temps, il va falloir recueillir les éléments utiles, à savoir le nombre d'ATMP occurrus au cours des 12 derniers mois, les comptes rendus CSE ou CSSCT, les FDS dont vous avez fait le recueil, et aussi potentiellement les rapports d'expertise comme les rapports concernant les valeurs d'exposition, limites d'exposition professionnelle ou autres comptes rendus de contrôle annuel réalisés dans l'entreprise. Ensuite, constituer un groupe de travail, comme l'avait évoqué Karine, ma collègue. Il n'est pas souhaitable que l'employeur fasse son document unique seul. L'esprit est d'avoir un document unique dont les salariés seront associés à son élaboration. Une démarche collaborative et participative. En 3, inventorier les unités de travail. Alors, ces unités de travail pourront être associées par différentes manières, soit les familles de postes ayant les mêmes caractéristiques, voire par métier, ou encore par zone de travail, par exemple l'atelier production ou les bureaux administratifs. Ensuite, il faudra donc identifier les situations dangereuses liées à ces unités de travail et répertorier tous les risques présents, aussi bien physiques, chimiques, biologiques, sans oublier cette notion de QVCT que nous a donc expliqué Karine précédemment. Les risques inhérents donc aux personnes, mais également aux locaux. Si vous êtes une entreprise avec un étage ou un sous-sol, donc le préciser, et aussi les risques concernant la santé physique, mais aussi mentale des salariés. Un petit rappel sur la définition donc des dangers. Donc le danger, c'est une situation ayant le potentiel de causer un mal, et le risque, c'est l'exposition des salariés à ce danger. Entre autres, une montagne, c'est un danger. Si vous y associez une personne en haut de cette montagne, ça devient un risque pour cette personne. Ensuite, il faudra relever pour chaque situation dangereuse les mesures de prévention qui sont déjà existantes pour supprimer cette situation, voire limiter le risque. Vous avez utilisé une peinture qui semblerait avec son pictogramme dangereuse. Potentiellement, il suffit de la substituer à une moins dangereuse pour son utilité associée. Ensuite, il faudra estimer pour chaque situation, donc il va falloir estimer la fréquence, la gravité de ce danger, donc de 1 à 4, donc un risque minime, une gravité minime pour vous avez une feuille de papier, vous vous coupez, ça pique, mais demain, il n'y a plus rien. Une situation peu grave, vous tombez, vous vous cassez le bras, mais vous mettez un plâtre, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Une situation grave, où là, il restera des séquelles, et une très grave, où on est sur un risque mortel. On va multiplier à cette gravité la probabilité d'exposition à ce risque
qui inclut donc la fréquence d'exposition, la durée, mais aussi le nombre de salariés exposés. Donc, cette probabilité va être déterminée, pareil, de 1 à 4. Donc, improbable, cette exposition sera répétée que quelques fois dans l'année. Peu probable, elle sera répétée quelques fois dans le mois. Probable, quelques fois dans la semaine. Et très probable, plusieurs fois dans la journée. Ensuite, on va donc hiérarchiser les risques, donc en reprenant la fréquence et la gravité. Ici, nous avons utilisé la cotation de la CARSAT Pays de Loire. Donc en abscisse, nous avons la probabilité d'occurrence et en ordonnée, le niveau de gravité. Et on va ensuite multiplier les deux infos et on va pouvoir coter ce risque. Donc à l'issue du résultat, on va les croiser et on va tomber sur une case avec un risque identifié par une couleur. Le risque vert sera donc un risque faible, le risque jaune un risque modéré et le risque rouge un risque fort. Donc la priorité d'action à mettre en place sera logiquement d'un risque ressorti en rouge jusqu'au risque sorti en vert. Et à ce moment-là, nous allons donc envisager les actions d'amélioration par des mesures techniques, des nouveaux dispositifs de sécurité sur des machines, entre autres, des mesures organisationnelles. Vous voyez avec votre livreur pour avoir vos commandes à disposition au plus près de votre stock. Des mesures concernant le personnel par la mise à disposition de d'EPI, d'équipements de protection individuelle, comme les chaussures de sécurité, des gants, la tenue de travail, et par des formations, informations, des consignes laissées au poste. Le plan d'action, lui, reprendra l'acteur qui va être associé à cette action, la personne responsable de cette action, le budget qui va être associé, la date d'échéance, ainsi que les conditions d'exécution et les ressources mobilisables. Ensuite, nous pourrons donc suivre nos actions et éventuellement mettre des actions correctives pour pallier et réduire tous ces risques. Tout ça dans une dynamique d'amélioration continue. Pour rappel, l'employeur pourra céder pour cela des 9 principes généraux de prévention repris dans le Code du travail, qui sont les suivants. Donc, le premier, c'est éviter le risque. Votre salarié doit ouvrir un carton. Pour cela, au lieu d'utiliser un cutter, lui mettre à disposition un couteau de sécurité à lame rétractable. Donc, ainsi, on va éviter le risque. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Donc, pour ouvrir ce carton, peut-être modifier l'utilisation d'un outil, mais préférer peut-être l'utilisation de cartons à ouverture automatique. Combattre les risques à la source. Mais en 4, adapter aussi le travail à l'homme et pas l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui se penche sur sa table pour réaliser son travail, mais plutôt une table élévatrice qui sera mise à disposition pour que son travail soit donc apporté à hauteur. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, comme je l'évoquais auparavant, si de nouveaux dispositifs de sécurité sont mis en place, pourquoi pas aller vers cela. Remplacer ce qui est dangereux parce qu'il ne l'est pas ou par ce qui est moins dangereux, comme une peinture que vous devriez utiliser qui est avec un pictogramme de danger, préférez utiliser une peinture moins dangereuse. Planifier la prévention, comme on l'a évoqué précédemment avec des dates d'échéance et une personne acteur. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant priorité sur les mesures de protection individuelle. Par exemple, vous avez un compresseur, il vaut mieux l'isoler en dehors de l'atelier que fournir des bouchons ou des casques anti-bruit à vos salariés. Et donner les instructions appropriées aux travailleurs, s'assurer qu'ils aient bien notion de ces instructions et adapter aussi
ces instructions au niveau des fois de français lu ou écrit, et préférer aussi avoir des instructions par des visuels, plus facilement compréhensibles par l'ensemble de vos salariés. Quelques exemples aussi des risques qui vont être pris. Donc, pour chacun de ces risques, il serait bon pour toutes les unités de travail que vous aurez identifiées de réfléchir sur les expositions ou pas de vos salariés à ces risques. Nous avons les risques généraux comme l'incendie, le risque électrique ou le risque de chute de plein pied, qui sont inhérents à toutes les entreprises, et après de réfléchir si pour certains, il est plus exposé à la manutention, au bruit, mais encore le travail sur écran pour le personnel administratif. On a le travail répétitif aussi pour les salariés qui travaillent sur chaîne, ou de champs électromagnétiques, rayonnement ionisant ou autres rayonnements. Pour cela, vous avez différentes ressources à votre disposition, aussi bien nous, les services de santé, de prévention et de santé au travail, qui peuvent vous accompagner dans une approche méthodologique, des conseils. Comme vous disait ma collègue précédemment, cette année, durant 2 ans, notre conseil d'administration a décidé d'offrir à l'ensemble de ces entreprises de 2 à 10 salariés le document unique numérisé par Padoa. Vous avez à disposition aussi des modules e-learning concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels. Autre ressource, l'INRS avec son ED 840, l'aide au repérage des risques des PMI et PME, et son outil OIRA. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site de l'INRS et vérifier que votre métier est bien concerné par cet outil, ainsi que les organisations professionnelles. Nous allons donc maintenant passer aux questions. Alors, vous avez été très nombreux à poser des questions. Il a fallu en sélectionner. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si on n'est pas en capacité de répondre à toutes vos questions, on n'hésitera pas à se rapprocher de vous à l'issue pour vous apporter la réponse, sachant que l'on peut aussi éventuellement les répertorier et peut-être les mettre accessibles sur notre portail en complément du replay du webinaire. Parce qu'effectivement, je pense qu'on ne sera pas en mesure de répondre dans le timing octroyé. Il nous a été posé, Sabrina. Comment accéder au portail numérique? Alors, ça, j'en ai parlé un petit peu. Pour l'instant, il n'est pas accessible, le portail. On l'a dit pour les entreprises, à partir de 2023 pour les entreprises dont l'effectif sera de 150 et plus. Pour les autres, ce sera au plus tard juillet 2024. Ce qu'il faut savoir, ce portail, il sera géré par les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel. Donc, il va préserver la confidentialité des données contenues, parce que ça, vous avez été plusieurs à poser la question des confidentialités des données. L'accès, il sera restreint par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée aux personnes et instances habilitées, et donc soit à déposer ou à mettre à jour le document unique sur le portail, et puis également toutes les autres personnes susceptibles d'y avoir un intérêt à y avoir accès. Donc, c'est celles que l'on a vues tout à l'heure, les services de santé au travail, la CARSAT, l'AIDRETS, etc. Donc, voici pour cette première question. Qui est le référent de prévention en entreprise? Alors, c'est vrai que dans le diaporama, on a dit que l'entreprise ne faisait pas seule le document unique. Depuis 2012, on a le référent sécurité en entreprise qui a été introduit. Souvent, malheureusement, dans les petites entités, en fait, c'est l'employeur qui garde cette main.
bien que le Code du travail l'impose. Donc, normalement, quel que soit l'effectif et le secteur d'activité, on doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour assurer ces activités qui vont relever de la protection, de la prévention des risques professionnels en entreprise. Donc, en fait, ce référent sécurité, on peut dire que, entre guillemets, dans les grosses entreprises, c'est celui qui fait la fonction ou qui est le HSE de l'entreprise. Donc, ce référent sécurité, on va pouvoir, dans une petite entreprise, lui fixer un certain nombre de missions. Donc, ça peut être aider à définir, planifier, organiser les actions de prévention dans le cadre du document unique qu'on a ici cité, assurer la bonne réalisation des mesures de prévention qui auront été choisies par justement le biais de ce plan d'action. Ça peut être aussi faire de la sensibilisation auprès du personnel, veiller à l'amélioration des dispositifs de prévention. Ça va être vraiment à définir ensuite avec l'employeur, il faut le formaliser. Et logiquement, ce salarié doit bénéficier d'une formation qui est au moins équivalente à celle des membres du CSE. Alors, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a aussi parlé du référent Covid. Souvent, ça allait de pair. Le référent Covid, référent sécurité, c'est entre guillemets souvent la même personne. Mais voilà, dans les grosses entreprises, souvent, on n'a pas toujours un référent sécurité, c'est plutôt un HSE ou un QHSE. Le PAPRI Pacte doit-il être intégré au document unique? Alors, le PAPRI Pacte, je le rappelle, c'est pour les entreprises à partir de 50 salariés. Je parlais du plan d'action. Donc là, c'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Alors, en fait, c'est tout simplement un aspect pratique. Il est plus facile de l'intégrer à votre document unique, c'est-à-dire que vous faites, entre guillemets, vos colonnes avec ce qu'a évoqué Sabrina dans le cadre de la méthodologie, et vous finalisez avec les différentes colonnes qui ont trait justement aux conditions d'exécution, aux coûts estimatifs, les mesures envisagées de prévention, les indicateurs de résultats, le ou les personnes ressources pour réaliser cette action. Par contre, il faut aussi qu'il soit relativement pratique d'extraire le PAPRI Pacte, puisque vous l'avez vu, il doit pouvoir être présenté au CSE lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Ça permet en fait d'exposer le bilan justement des actions de prévention qui ont été mises en place au regard du programme de l'année précédente. Donc oui, vous pouvez l'intégrer au DUERP, c'est plus simple pour sa gestion, mais après, il faut pouvoir l'extraire facilement. Pour calculer le seuil de 11 salariés, doit-on prendre en compte les équivalents temps plein ou personnes physiquement présentes dans l'entreprise? Alors là, pour le coup, il n'y a pas forcément de précision d'apporter. Faudrait vérifier auprès d'un juriste. Après, nous, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en général, on parle toujours d'effectifs équivalents temps plein. Si on regarde pour la mise en place du CSE, par exemple, c'est le cas. Donc, en fait, on ne parle pas en termes de personnes physiques, mais on parle d'équivalent temps plein. Donc, effectivement, on pourrait imaginer quand il faut y calculer l'effectif équivalent temps plein pour savoir si on est en dessous ou au-dessus du seuil de 11 salariés. Qui peut aider le chef d'entreprise à réaliser le document unique d'évaluation de risque professionnel? Alors, on l'a dit, on ne le fait pas tout seul. En tant que chef d'entreprise, on essaie de se faire épauler au moins au sein de l'entreprise. Alors, selon toujours la taille de votre entreprise, va être présent le CSE ou le CSSCT. Ça peut être également les salariés de l'entreprise. On l'a dit, Sabrina vous l'a explicité, créer un petit groupe de travail. Donc là, ça peut être nous, c'est ce qu'on dit toujours, il ne faut pas non plus que ce soit une usine à gaz si on veut avancer. Donc, il faut que le groupe de travail soit, somme toute, représentatif de l'ensemble des activités de l'entreprise, mais il ne faut pas se réunir à 15 000 autour d'une table, sinon on va avoir du mal à avancer. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins une personne de l'unité de travail, d'avoir le chef d'entreprise et puis une personne novice, parce qu'effectivement, l'œil extérieur est toujours
bienveillant et permet d'apporter des éléments. Quand on est sur le poste de travail, parfois, on ne voit plus les risques et cet œil extérieur, lui, va les voir directement. Donc, n'hésitez pas effectivement à constituer plutôt des groupes de travail de la sorte. Le référent sécurité ou le référent prévention que j'évoquais juste avant, ça peut être pas mal. Après, vous avez aussi les organismes et les instances des branches professionnelles, les services de prévention et de santé au travail. On est aussi là pour vous y aider. Alors, on a parlé du document unique. Nous, services de santé, on formalise ce qu'on appelle la fiche d'entreprise, qui est un peu le pendant de votre document unique, où là, on identifie les risques, les mesures de prévention mises en place, et on vous donne des conseils au titre de la prévention. Donc, ça peut être un outil pour vous aider à établir votre document unique. Et puis, on a aussi les autres instances, la CARSAT qu'on a évoquée tout à l'heure, l'OPP-BTP si vous dépendez du bâtiment, et puis également l'ANACT. Ça peut aussi être un IPRP indépendant qui est inscrit sur la liste des DRETS, puisque vous avez des IPRP dans les services de travail, de santé au travail, mais vous en avez aussi qui sont indépendants, inscrits sur la liste des DRETS et qui peuvent intervenir au sein de vos structures. Pourquoi transmettre les différentes mises à jour du document unique au service de santé au travail? Alors ça, on en a parlé vers le début. En fait, la transmission des différentes mises à jour a un intérêt dans le sens où ça permet, alors que ce soit au médecin du travail, mais aussi à l'infirmière santé de travail, lorsqu'elle reçoit le salarié, de connaître les expositions des salariés en question et donc, de ce fait, de pouvoir adapter les éléments de la visite. Donc, éventuellement, déclencher des examens complémentaires si nécessaire et donc organiser aussi un autre élément de la réforme qui est notamment les visites de fin de carrière selon les expositions professionnelles. Et donc là, j'en profite aussi pour vous dire que nous aurons prochainement un autre webinaire le 10 mai prochain qui portera justement sur d'autres points de cette réforme. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous le souhaitez. Alors, je pense que on est pile dans le timing. Je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps de traiter d'autres questions. Donc, merci à tous. Vous étiez près du 140 à être parmi nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre présence. J'espère que nous avons pu apporter les réponses à vos questions. Et pour celles auxquelles nous n'aurons pas pu apporter de réponse, nous ne manquerons pas de revenir vers vous le plus rapidement possible. Bonne fin de journée. Bonne journée, merci encore. Au revoir.